à tous. Aujourd'hui dans Un jour un patrimoine, nous nous intéressons à un pan de notre histoire encore méconnu, les chemins de fer d'habitation. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui en gare Saint-James et le train part dans 2 minutes. Nous avons vraiment eu des chemins de fer à la Martinique, c'est incroyable ça. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, depuis 1870, il y a tout un réseau de voies ferrées à la Martinique qui a coïncidé d'ailleurs avec l'arrivée des machines à vapeur, avec la création des usines centrales et aussi du rhum agricole. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, il y avait des milliers de petites habitations qui fonctionnaient avec des moulins à eau, des moulins à aube, des moulins à vent, etc. Et puis, quand est arrivé les premières machines à vapeur à la Martinique, on a constaté que la matière première, à savoir la canne à sucre qui servait à faire du sucre et du rhum, pouvait être utilisée aussi comme combustible pour faire fonctionner les machines à vapeur. Du coup, tout le monde s'est lancé dans les vapeurs. Donc, c'est là qu'est né ce qu'on appelle les usines centrales qui ont regroupé toutes les milliers de petites habitations qu'il y avait autour. Ils les ont regroupées, ils les ont absorbées littéralement. Et à ce moment-là, ils ont commencé à faire du sucre dans un premier temps et du rhum industriel dans un deuxième temps. Et finalement, comme ces petites habitations-là n'existaient plus, il fallait aller chercher la canne de plus en plus loin, autour de l'usine. Donc c'est là qu'est né effectivement tout un réseau de voies ferrées en forme d'étoiles, la plupart du temps autour de l'usine centrale. On en retrouve partout. Et chaque usine centrale avait son réseau de voies ferrées? Avait son réseau de voies ferrées et assez bizarrement, chacun avait un écartement différent parce qu'il ne fallait pas que l'un puisse voler la canne de l'autre, etc. Il y a eu les petites habitations qui toutes ont été absorbées, je dis bien, mais il en est resté quelques-unes. Et eux, ils étaient ni à côté de l'usine centrale, ni à côté de la voie ferrée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, attends, on ne va pas faire du sucre parce que le sucre est déjà moins cher à l'usine centrale, on ne va pas faire du rhum industriel parce que le rhum industriel se fait quand on a fini de faire du sucre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se sont dit, eh bien, on va faire du rhum directement à partir du jus de canne pressé. C'est là qu'est né le rhum agricole, qu'on a appelé dans un premier temps le rhum zabitant, et qui après, avec la crise du sucre, etc., est venu complètement absorber les usines centrales, et c'est là qu'effectivement est né le rhum agricole de la Martinique, qui aujourd'hui est une appellation d'origine contrôlée. Donc c'est pour vous dire que l'arrivée des machines à vapeur, l'usine centrale et l'arrivée du rhum agricole aussi, tout ça se situe entre 1870 et 1970. Et c'est vrai que à ce moment-là, il y a eu le cyclone Dorothy dans les années 70 et 1970, et là ils ont abîmé un peu les locomotives, les rails, les traverses. Bon, tout ça était très abîmé. Et comme les premiers camions, les premiers tracteurs arrivaient, etc., et commençaient à transporter de la canne, personne ne s'est inquiété de savoir qu'allaient devenir ces anciennes locomotives-là. Donc à partir de 1970, voilà, elles on ont les a été laissées sur le bord, abandonnées. Complètement sur le bord du chemin. Mais alors, une association a réussi à refaire revivre... Ah oui, alors quand on a créé ce qu'on appelle le spiritourisme qui est né ici à Saint-James, on s'est dit, mais en fait, il faut non seulement présenter le rhum, il faut montrer comment il se fabrique, il faut montrer, mais il faut aussi montrer les champs de canne. On fait des va-et-vient au travers des champs de canne, des champs de bananes, etc. On explique un petit peu aussi toute la pharmacopée martiniquaise qui existe sur le trajet. On a un passage à niveau qu'on passe aussi. On a 3 ponts bêlés qui ont été mis sur place, etc. Alors, bien sûr, il a fallu d'une vraie connaissance en matière de chemin de fer. Justement, qui étaient ces bénévoles qui ont rendu ça possible? Alors là, c'était du pain béni, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a énormément de Martiniquais qui ont fait une carrière à la RATP ou à la SNCF, qui avaient une vraie connaissance, une vraie science en la matière.
Et ils ont monté une association et c'est eux aujourd'hui qui s'occupent effectivement de faire fonctionner le train. On a l'apport de la population d'ailleurs qui sont venus nous aider à poser des rails, à mettre des traverses, etc. Et tout ça, disons, on a fédéré énormément de gens autour de ce patrimoine-là, un patrimoine complètement oublié. Et aujourd'hui, effectivement, on est le seul train, disons, qui fonctionne encore sur rail qui existe en Martinique. Alors, c'est vrai qu'on a 3 locomotives très importantes. Une française, la Corpel Ouvert que vous voyez derrière moi, qui date de 1925. Une américaine, une Davenport qui date des années 40. Qui circule encore. Et puis on a aussi une Whitcomb, une locomotive anglaise qui est là, qui circule aussi quand la Davenport se repose un peu. Et c'est vrai qu'on a à ce moment-là, disons, toute une histoire à raconter aujourd'hui autour du réseau des voies ferrées et autour de ceux qui nous donnent le coup de main, c'est-à-dire les anciens retraités de la RATP et de la SNCF. C'est un magnifique travail. Ça a duré combien de temps, toute cette entreprise? Ça a commencé en 1997. L'association s'est créée. On s'est mis au travail, mais comme c'était des bénévoles, donc ils venaient uniquement le samedi ou le dimanche. Et c'est vrai qu'on a pris pratiquement 15 ans pour le mettre sur pied aujourd'hui.